Salut, je suis Laurent Argelier. Bienvenue dans La Série. Dans ce podcast, je vous invite à partager un pur moment de plaisir avec une personnalité d'exception. Le concept de cette interview sans filtre est intime. Je te tutoie et tu me dis tout. De simples questions pour des réponses sans détour, directes et avant tout sincères. À présent, chers amis, partageons ensemble et intensément ce moment présent avec notre invité et bonne écoute à vous. Bienvenue Jacques Lang dans La Série. Merci de nous recevoir dans votre bureau à l'Institut du monde arabe à Paris. Merci de venir me rendre visite. Jacques Lang, qui êtes-vous vraiment ? Big question. Qui suis-je ? Quelqu'un qui est un passionné de la vie. J'aime dévorer la vie à pleines dents. La vie sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'art, la bouffe, l'amour, les gens, tout. C'est un privilège fabuleux que d'être vivant et de pouvoir... c'est déjà le premier des bonheurs qui soit, le reste vient par surcroît. Jacques, je vous propose une expérience. Je vous montre un miroir. Je vous montre ce miroir de La Série. Que voyez-vous dans ce miroir ? C'est mon visage qui se projette ou se mire dans ce miroir. Oui ou non ? Oui. Oui. Oui, dans ce miroir, le visage de ma femme, le visage d'amis que j'aime, ou le visage de mes petites filles, ou le visage de gens que j'ai connus qui ont disparu et que j'aime toujours. On est seul face à ce miroir qui vous projette qui vous reflète ou qui vous renvoie parfois des traits un peu fatigués par les cauchemars de la nuit. Quel est votre souvenir d'enfance le plus précieux, Jacques Lang ? J'ai des souvenirs qui datent de l'époque de la guerre. Quand j'étais petit, j'avais 2 ans, 3 ans, nous vivions réfugiés à Brive. Les enfants ne vivent pas le danger comme les adultes. Les enfants, c'est un jour Catherine Dolto qui m'a dit ça, les enfants ne prennent conscience de la mort qu'à partir de l'âge de 10 ans ou 11 ans. Quand on est petit, on n'a pas peur, ou on n'a pas peur de la mort, en tout cas on a peur de se faire mal, mais c'était un moment très dur. Mon père était pourchassé par les nazis, ma grand-mère était déportée à Ravensbrück, mais en même temps, avec mes frères et sœurs, on jouait, on s'amusait, de tout et de chaque chose. Et même des choses apparemment pénibles. Je me souviens que ma mère m'avait fait chercher un paquet de farine dans un magasin, mais il était trop lourd pour moi. J'avais 2 ans et paf, en plein milieu de la route, il s'est écrasé. Alors j'ai pleuré un peu. Cette farine étalée, mon incapacité à la ramasser. C'est pas des souvenirs très excitants pour vous. Et quels étaient ses rêves et ses aspirations à ce petit Jacques ? Une chose qui m'émerveillait, c'était la décalcomanie. On frottait avec un peu d'eau, tout à coup apparaissaient des personnages inattendus. Ça vous fascinait ? Ah oui. Non, j'ai toujours été fasciné par la transfiguration des choses, des personnages, des êtres. Très tôt, j'ai aimé le jeu théâtral. Très tôt, j'ai aimé les marionnettes. Très tôt, j'ai fabriqué un petit théâtre de marionnettes. J'aimais inventer une autre vie, une vie parallèle, par l'entremise de personnages inventés par moi. Et pourquoi justement ce besoin d'inventer une autre vie, Jacques ? Pour vivre peut-être plus intensément, pour se dédoubler, se détripler, si j'ose dire, pour connaître d'autres soi-même. Jacques, êtes-vous un comédien contrarié ? Je suis pas un bon comédien, je suis un comédien contrarié, si vous voulez, dans ce sens que je n'aurais pas été mécontent d'être comédien, mais j'ai perçu assez tôt que je n'en avais pas le talent ni le courage. Jacques Lang, vous avez été reconduit pour un 4e mandat à la tête de l'Institut du monde arabe. Quels sont les projets, les enjeux que vous souhaitez mettre en avant pour cette nouvelle période ? On va poursuivre sur cette ligne. Cette ligne, c'est quoi ? C'est mettre en valeur les 1001 facettes de la culture arabe ancienne ou contemporaine. C'est mettre les gens, jeunes ou moins jeunes, en confrontation avec l'histoire, avec le présent, avec les questions les plus contemporaines et les plus vives. Je pense en ce moment à la Palestine, pour laquelle nous avons organisé une exposition qui a duré plusieurs mois et qui a été un grand succès. Et en ce moment, là, nous préparons toute une série d'expositions, l'une dans quelques semaines, sur un mouvement artistique qui, dans les pays arabes, anime certains créateurs autour du thème, je dirais, de la science-fiction et de la
de l'utopie. On l'a appelé cette exposition Arabo-Futur. Un peu plus tard, nous allons demander à une expérience que nous avions lancée de revenir ici. C'était dans la pyramide de Khéops, c'était la découverte grâce au numérique de la chambre du roi, la chambre du pharaon mort. Et puis, un peu plus tard, un très grand événement autour de Cléopâtre, que nous voudrions mondial, grâce au numérique. Il aura lieu évidemment ici, à Paris. Jacques, je vais m'adresser à l'ancien ministre de la Culture, Jacques. Quel est votre avis sur le discours de Julie de Godrèche au César, où elle a dénoncé l'impunité qui règne dans le monde du cinéma à l'égard des violences sexuelles? D'abord, mon avis, c'est l'avis de quelqu'un qui a entendu, écouter cette jeune femme, belle, brillante, s'exprimer avec ses mots. Ce qui m'a d'abord touché, ce sont ses mots, sa manière de parler, qui n'était pas conventionnelle, qui n'était pas banale, qui n'était pas ordinaire. Tout à coup, on sentait que son cœur est explosé, son âme, voilà, c'est ça qui était fort. Le combat qu'elle mène, je le soutiens à fond les manettes. Tant mieux, merci, mille merci de s'engager à ce point, mais de s'engager surtout avec une telle vérité, une telle profondeur, une telle authenticité. Voilà, ce qui m'a touché, c'est ça, c'est le personnage en même temps que la cause. Et lorsque vous étiez ministre de la Culture, aviez-vous déjà quelques échos concernant un peu toutes ces rumeurs? Non, il y avait bien sûr, il y a toujours des rumeurs. C'est pas seulement des rumeurs, il y a des réalités. Quand on dit rumeur, moi j'aime pas le mot rumeur. C'est vrai ou c'est faux. Je hais la violence. Je hais tout ce qui porte atteinte à la dignité. Le premier des droits humains, pour moi, c'est le droit à la dignité. La dignité morale, la dignité du corporel, la dignité sociale, la dignité, tout simplement la dignité. Ça devrait être le premier des droits qui devrait être fixé en tête de tous les droits fondamentaux. J'ai soutenu tous les mouvements LGBT en particulier, tous les mouvements féministes. J'ai participé moi-même à des mouvements féministes, ce que nous faisions à l'époque, qui était condamné par l'Église catholique, condamné par les religions, condamné par les conservateurs. C'était peu de choses. Lorsque, par exemple, nous participions, hommes ou femmes, à ce qu'on appelait le planning familial, planifier les naissances. C'était considéré à l'époque, dans ces années-là, je ne sais plus lesquelles d'ailleurs, 60, 70, presque comme criminel, comme une atteinte à la moralité. Quand je vous en parle à l'instant, j'arrive même pas à y croire. Est-ce vraiment vrai que des crétins, ils étaient nombreux ces crétins, ils étaient la majorité, qui voulaient nous empêcher les hommes et les femmes de planifier les naissances? C'était une façon de contourner la loi du destin, ou la loi de Dieu, ou la loi de l'amour, je ne sais pas quoi. Et des femmes ont dû se battre avec beaucoup de force et de vigueur. Parmi les femmes, il y en a une que j'ai vraiment aimée, puisqu'on fait rentrer au Panthéon des personnages emblématiques. Je pense à Gisèle Halimi. C'était une amie, elle était avocate, elle s'est battue contre la guerre d'Algérie, elle s'est battue pour les droits des femmes, et elle s'est battue pour que le viol soit reconnu comme un crime. Et à l'époque, à ce moment-là, elle était prise pour une folle. Mais viol, un crime, non. Et souvent, d'ailleurs, plus personne n'oserait le dire publiquement, les adversaires de Gisèle disaient, mais c'est parce que les femmes l'ont bien voulu, c'est parce qu'elles ont attiré les hommes, c'est parce qu'elles ont... Non, ce qui est merveilleux quand même, c'est de constater à quel point la connerie a reculé. À quel point les préventions sont... grâce au combat des femmes et des hommes aussi, qui ont eu leur part, beaucoup de choses ont quand même changé dans la mentalité collective. Ça donne confiance dans le futur. C'est il y a à peine 30 ans ce que je vous raconte. Il y a à peine 30 ans, la planification des naissances était considérée presque comme un délit. Parlons pas d'avortement, c'était un délit. Et combien de femmes d'ailleurs d'hommes ont été entôlés, et aujourd'hui, je vois qu'il y a des gens qui réclament qu'on répare le préjudice qui leur a été infligé. De même que combien d'homosexuels, jusqu'à François Mitterrand, en 82, François Mitterrand a supprimé le délit d'homosexualité. Jusqu'en 82, l'homosexualité en France était un délit, dans d'autres pays aussi. Il y a des gens qui ont été emprisonnés pour homosexualité. Je pense à mon ami, qui a disparu aujourd'hui,
Charles Trenet, qui a fait de la prison pendant plusieurs mois, et à beaucoup d'autres. Et justement, je suis très content qu'aujourd'hui des gens disent ces personnes ont droit, malheureusement, tardivement, à une réparation, parce que on leur a fait subir un préjudice inacceptable. Sans aucune transition, Jack Lang, Emmanuel Macron a exprimé le souhait que la chanteuse Aya Nakamura interprète des chansons d'Edith Piaf lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Qu'en pensez-vous? C'est vrai que l'événement est un événement mondial. Pourquoi pas? Je veux dire, elle a du coffre, elle a une voix forte, elle est mondialement connue. Edith Piaf, malheureusement, elle est moins qu'elle. Bon, le temps fait son œuvre, mais en même temps, ce serait fantastique de la réentendre aujourd'hui. Jacques, qui d'autre que Madame Nakamura pourrait interpréter une belle chanson lors de la cérémonie d'ouverture des JO selon Jack Lang? Donnez-moi des noms, une chanteuse, au moins un nom, d'aujourd'hui ou d'hier. Non mais en ce moment même, je suis en train de réfléchir. Je voudrais que, pas pour l'ouverture, je voudrais que pour le 21 juin, la fête de la musique de cette année. À l'Institut du monde arabe. Pas à l'Institut du monde arabe, sur le plan mondial. Je suis en train de travailler avec les équipes des Jeux Olympiques, avec des amis américains et asiatiques. Nous voudrions que ce soit, elle est déjà mondiale, la fête de la musique. Mais on voudrait qu'elle ait un caractère plus fortement universel, lié au sport. On a l'idée ce que nous avons appelé une flamme musicale, qui irait de pays en pays, et qui peut-être serait aux couleurs, non pas d'une cantatrice ou d'un chanteur, mais de plusieurs. Alors on en a parlé à un certain nombre de chanteurs, mais je ne veux pas dire leur nom parce que ils n'ont pas définitivement donné leur accord, des chanteurs ou des musiciens, et je pense que si nous réussissons, ce sera fort. Français et donc internationaux. Français et internationaux. L'idée, nous voudrions trouver une rythmique, sur laquelle une personne travaille, mais je ne vous dirai pas son nom parce que... vous nous cachez tout, non, Jacques. mais il n'accepterait pas. Et cette rythmique serait colorée musicalement dans chaque pays par tel ou tel musicien. Et ça a beaucoup de chances de voir le jour. Ça devrait voir le jour. Pour le 21, pour le jour de la fête de la musique, dans le cadre justement des JO. Ça pourrait figurer en quelque sorte quelques semaines avant le départ. L'ouverture des Jeux Olympiques. Jacques Lang, la question qui vient du cœur, que vous souhaitez que je vous pose, ce serait laquelle? On ne se questionne peut-être pas assez soi-même. On est trop... c'est mon cas en tout cas. J'aime faire, construire, bâtir, changer les choses. Donc c'est une manière d'éviter de se poser des questions. De regarder en face des sujets qu'on n'a pas envie de voir, peut-être. Quels sont les sujets que vous n'avez pas envie de voir, peut-être? La mort. Vous fait-elle peur, la mort, Jacques? Non, ni peur, ni rien. On n'a pas envie de la voir. Oui, mais si on n'a pas envie de la voir, on peut ne pas avoir peur de la mort aussi. Oui, mais voilà, je la sens tellement loin que je n'en ai pas encore peur. Vous avez l'impression, justement, non pas d'être... Immortel, voilà. Non, vous n'êtes pas immortel, mais vous êtes éternel, Jacques. Éternel, voilà. Vous êtes éternel. Non, ne plaisantons pas à ce point quand même. Pour donner un tour un peu savant à ce que je vous réponds, le philosophe Yankelevitch, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un merveilleux petit monsieur délicat, doux et tendre. C'était un de nos grands philosophes, Yankelevitch. Il a écrit un très beau livre sur la mort, dans lequel il dit tout simplement, on ne croit pas à sa propre mort. On croit à la mort des autres, on ne croit pas à sa propre mort. Jacques, pour conclure ce moment de partage, je vous invite à adresser un message à nos auditeurs. Qu'aimeriez-vous leur dire? Qu'ils n'écoutent pas trop ce que je viens de dire à l'instant. J'ai à la fois parlé avec mon cœur et en même temps, je suis pas très doué pour ce genre d'exercice. Et pourquoi? Pourquoi vous n'êtes pas très doué pour ce genre d'exercice? Vous êtes pudique, Jacques. Je suis un laborieux, je suis un universitaire, je travaille lentement, j'écris, je suis pas un homme d'improvisation, sauf dans l'action. Pas par les mots, sauf dans l'action. Dans l'action, j'invente des trucs. Quand je vous regarde, je vois un gamin. Mais je me sens un peu gamin. Bah voilà. Bah, le gamin, c'est celui qui rêve. Ben oui, je continue à rêver. Vous croyez que je ne rêve plus? C'est quoi le rêve de Jack Lang, là tout de suite, sans trop réfléchir? De travailler en me marrant, ou de me marrer en travaillant. C'est de faire des rencontres inattendues. Mon rêve, c'est quand je sors dans la rue, là, c'est de tomber sur des gens, et je suis, bien sûr, grandement satisfait, sur des gens que je ne connaissais pas, qui me racontent leur vie, qui me posent des questions incroyables. Je rencontre des vieux, des jeunes, des gens de toutes sortes. J'aimerais pouvoir prendre note de ça, mais ça passe. C'est un regret que j'ai. Un jour, pour traverser ici, pour aller de chez moi jusqu'à Lima, je dois
traverser le pont de Sully. Je m'étais dit, parmi mes caprices, je vais écrire un livre qui s'appellerait Mes rêves du pont de Sully. Puis finalement, j'en ai quelques-uns dans ma tête, mais je n'ai rien écrit. C'est ça, pour moi, le rêve, c'est ce qui va se passer. Les meilleurs rêves, c'est ce qui va se passer. Un repas inattendu, un regard croisé, un bruit, un oiseau, une rixe, une conversation vivante, la rencontre avec vous. Donc, j'ai accompli en vous rencontrant un rêve. Jacques Lang, portez-vous bien, soyez heureux, intensément. C'est très joli. Merci. Vous avez écouté la série de Laurent Argelier, portez-vous bien et soyez intensément heureux.